Signe ce chèque au nom de ton frère, ou tu ne sortiras pas d'ici. Ma mère ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire. Elle s'est contentée de faire glisser le chèque de 500 000 €, le cadeau de mon grand-père, sur la table comme s'il s'agissait d'une rançon. Voyant que je ne touchais pas au stylo, mon père s'est dirigé vers la porte et l'a verrouillée à double tour. Puis, il a tourné l'écran de son téléphone vers moi. C'était une photo de notre perron, prise depuis une voiture noire stationnée dans l'allée à cet instant précis. Les créanciers sont là, Chloé. Soit tu rembourses les dettes de Bastien, soit ils entrent. Avant de vous dire ce que j'ai fait de ce stylo, laissez-moi un commentaire pour me raconter quel est le pire cadeau qu'un membre de votre famille vous ait jamais offert. Je les lis tous. J'ai fixé la porte close, puis mes parents. La panique est un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. Dans mon métier, quand on trouve une anomalie dans un bilan, on ne hurle pas, on enquête. Et là, l'anomalie trônait au milieu de la table, un pauvre éclair au chocolat industriel surmonté d'une unique bougie éteinte. J'ai regardé ce triste gâteau et, pendant une fraction de seconde, je n'avais plus 29 ans. J'avais à nouveau 10 ans, assise à cette même table, fermant les yeux de toutes mes forces en priant pour que mes parents me regardent comme ils regardaient Bastien. J'espérais qu'un jour, je ne sois plus simplement celle qui paie les factures de l'école ou le futur plan d'épargne retraite, mais leur fille. J'ai observé les phalanges blanchies d'Isabelle alors qu'elle crispait ses mains sur le chèque, et les yeux fuyants de Jean-Pierre scrutant la fenêtre où la berline noire attendait. Ils n'étaient pas là pour célébrer ma vie, ils étaient là pour la piller afin de sauver leur fils. À ce moment-là, j'ai mentalement soufflé sur cette bougie de mes 10 ans. La fumée n'avait pas l'odeur de la cire, mais celle d'un pont que l'on brûle. La fille en moi est morte sur cette chaise, et l'auditrice judiciaire a pris le relais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai laissé mon rythme cardiaque ralentir. La peur rend les gens stupides, et j'avais besoin d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Si je signe ce chèque, ai-je dit d'une voix d'un calme terrifiant, Bastien sera mort demain matin. Isabelle a scié, son agressivité faiblissant un instant. De quoi tu parles? C'est de l'argent. Ça le sauve. C'est un demi-million d'euros, maman. On ne donne pas ça comme ça. Dès que j'endosse ce chèque au nom de Bastien, la banque émet un signalement TRACFIN. C'est automatique pour tout transfert suspect. Pour une telle somme, il gèle le compte pendant au moins 7 jours pour un audit LCBFT, la lutte contre le blanchiment. Si ces types n'ont pas leur cash à l'aube, ils défonceront cette porte. Et si le fisc voit Bastien recevoir 500 000 € sans source documentée, ils saisiront tout pour ces impayés avant qu'ils ne puissent donner un centime à qui que ce soit. Jean-Pierre a de nouveau consulté son téléphone. Il transpirait. Alors on fait quoi? On ne peut pas attendre 7 jours. Il faut que cela paraisse légitime, ai-je menti. Le mensonge avait un goût de cuivre, tranchant et électrique. Nous devons protéger l'actif. Si ces créanciers font une recherche de patrimoine et voient que vous possédez cette maison à Neuilly, ils sauront que vous avez du capital. Ils prendront l'argent et vous forceront quand même à céder le titre de propriété pour les intérêts. Vous avez besoin d'une protection patrimoniale. J'ai vu l'avidité briller dans les yeux de mon père. Il ne voulait pas sauver Bastien, il voulait sauver ses murs. Comment? On transfère le titre de propriété de cette maison dans une société civile immobilière, SCI, de gestion dès ce soir. Une structure anonyme. Je vais l'enregistrer comme une acquisition d'entreprise. L'argent sera transféré instantanément comme une transaction commerciale, contournant les délais personnels. Les créanciers font une recherche? Ils voient que vous ne possédez plus rien. Vous devenez insolvable. L'argent est débloqué, Bastien les paie, et la maison reste à l'abri dans la SCI le temps que l'orage passe. C'était un tissu de non-sens juridique mélangé à juste assez de jargon financier pour paraître terriblement crédible. Ils ont échangé un regard. Ils ne savaient pas que je mentais, car ils n'avaient jamais pris la peine de s'intéresser à ce que je faisais réellement dans la vie. Ils savaient juste que je gérais de l'argent. Fais-le, a dit Isabelle en poussant l'ordinateur vers moi. Règle ça. J'ai ouvert l'écran. La lumière bleue se reflétait dans mes yeux, masquant le fait que je ne les sauvais pas, je creusais leur tombe.
Mon père s'est précipité hors de la pièce pour chercher son propre ordinateur, ses palos résonnant sur le parquet en chêne massif. Il courait chercher la pelle que j'allais utiliser pour l'enterrer. Je suis restée seule avec Isabelle dans le silence. Elle me fixait, la poitrine haletante, s'imaginant sans doute avoir trouvé le bon levier pour me faire plier. Elle pensait m'avoir brisée. Elle pensait voir une fille qui rentrait enfin dans le rang. Mais elle faisait face à une créancière. J'ai regardé autour de moi. C'était vraiment une belle salle à manger. Sol en marbre d'Italie, moulure sur mesure, un lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Je savais exactement combien tout cela avait coûté, car je savais exactement d'où venait l'argent. Cela ne venait pas du travail de Jean-Pierre. Cela venait de mon fémur. À mes 18 ans, un semi-remorque a brûlé un feu rouge et a percuté ma petite citadine de plein fouet. J'ai passé 3 mois en traction et j'ai dû réapprendre à marcher avant même de passer mon bac. L'indemnité d'assurance était colossale, 185 000 €. Prix de la douleur, appelait-il ça. Je me souviens du jour où le chèque est arrivé. Isabelle m'avait pris la main, me disant que j'étais trop jeune pour gérer une telle fortune. Elle avait promis qu'il placerait cet argent sur un compte d'épargne sécurisé pour le jour où je voudrais acheter un appartement ou fonder une famille. Je leur ai fait confiance. J'avais 18 ans, j'avais mal, et c'étaient mes parents. 2 mois plus tard, Bastien encastrait son SUV dans la vitrine d'un bureau de tabac en étant totalement ivre. Il aurait dû finir en prison avec un casier judiciaire indélébile. Mais soudain, mes parents ont eu de quoi se payer le meilleur avocat pénaliste du pays. Bastien s'en est tiré avec du sursis. Et quand j'ai posé des questions sur mon compte d'épargne 1 an plus tard, Isabelle m'a dit, sans ciller, que les placements s'étaient effondrés avec la crise. Je ne connaissais pas la vérité à l'époque. Je la connais aujourd'hui. J'ai retracé les virements moi-même il y a 3 ans, après avoir obtenu ma certification. Ils ont vidé l'argent de ma souffrance pour acheter la liberté de Bastien. Ils ont pris le dédommagement de ma jambe brisée pour éponger les erreurs de leur fils prodige. Et ça ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'ils rénovaient cette maison et ajoutaient une nouvelle aile, je vivais dans une chambre de bonne sous les toits à Paris qui sentait le moisi. Je mangeais des pâtes au beurre et je cumulais 2 boulots pour payer mes manuels, car mon assurance vie pour les études s'était mystérieusement évaporée pour couvrir les dettes de jeu de Bastien dans les cercles parisiens. Ils vivaient dans le luxe sur le dos de mon traumatisme, et ils m'ont laissé croupir. J'ai regardé Isabelle. Elle lissait la nappe, nerveuse, guettant le retour de mon père. Elle n'avait aucune idée que chaque dorure dans cette pièce, chaque actif qu'elle craignait de perdre, m'appartenait déjà. Prendre cette maison n'était pas un vol. Ce n'était pas une escroquerie. C'était un remboursement. Je ne faisais que recouvrer une dette qui accumulait des intérêts depuis 11 ans. Tu fais ce qu'il faut, Chloé, a dit Isabelle, prenant mon silence pour de la réflexion. La famille, c'est sacré. Je sais, ai-je répondu d'une voix ferme. C'est exactement ce que je fais. J'aidais le seul membre de cette famille qui comptait encore, moi-même. Jean-Pierre est revenu, serrant son ordinateur contre lui comme un bouclier. Il l'a posé sur la table, écartant un bouquet de fleurs séchées à 500 €. Il a ouvert le capot, les yeux oscillant entre l'écran et la fenêtre. Il a tapé son mot de passe, Bastien 888, évidemment, et a fixé le portail de transfert numérique que j'avais préparé. Son doigt tremblait au-dessus du pavé tactile. Je ne sais pas, Isabelle, a-t-il murmuré. Transférer le titre de propriété. C'est radical. Et si la SCI ne nous le rend pas? Il nous faudrait un notaire pour examiner ça. On n'a pas le temps pour les notaires, a sifflé ma mère. Regarde l'heure. Regarde dehors. Je sais, mais... Il s'est tourné vers moi, la suspicion perçant enfin sa panique. Pourquoi tu nous aides, Chloé? Tu ne lèves jamais le petit doigt. Tu économises chaque centime. Pourquoi ce changement soudain? Il était faible, mais pas totalement stupide. Il sentait le piège, même s'il n'en voyait pas les mâchoires. J'allais inventer une nouvelle couche de jargon sur la liquidité d'urgence, mais Isabelle ne m'a pas laissé parler.
Elle a craqué. Le masque de la mère inquiète s'est brisé pour laisser place à quelque chose de sauvage. Elle a bondi par-dessus le coin de la table et m'a broyé le poignet. Ses ongles s'enfonçaient dans ma peau. Elle aide parce qu'elle n'a pas le choix, a craché Isabelle, son visage à quelques centimètres du mien. Écoute-moi bien, Chloé. Tu vas guider ton père pour valider ce transfert, et tu vas le faire maintenant. Sinon quoi, ai-je demandé doucement. Tu vas me priver de dessert? Les yeux d'Isabelle se sont changés en fente. Sinon, je prends ce téléphone et j'appelle le 15. Je leur dirai que ma fille fait une décompensation psychotique. Je leur dirai que tu menaces de te faire du mal. Je leur parlerai des antidépresseurs que tu prenais à la fac. Je dirai que tu es instable, dangereuse et incapable de prendre soin de toi. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Tu ne ferais pas ça. Mais je savais qu'elle le ferait. Je demanderai une hospitalisation d'office dès demain matin, a-t-elle murmuré, les mots glissant comme du venin. Je dirai au juge des libertés que tu n'es plus saine d'esprit pour gérer tes affaires. Réfléchis, Chloé. Une auditrice judiciaire avec un dossier psychiatrique et un internement sans consentement. Tu perdras ta licence. Tu perdras ton accréditation. Tu n'auditeras plus jamais la moindre entreprise de ta vie. Je brûlerai ta carrière jusqu'aux fondations pour sauver ton frère. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Pendant des années, je m'étais dit qu'ils étaient juste maladroits, qu'ils m'aimaient à leur manière. Mais dans ses yeux, j'ai vu la vérité pure. Il n'y avait pas d'amour. Même pas de l'affection. Il n'y avait qu'un prédateur face à une ressource. Elle était prête à m'effacer socialement, à me dépouiller de mon autonomie et à détruire la seule chose que j'avais bâtie, ma carrière, juste pour que l'argent continue de couler vers Bastien. Ce n'était pas ma mère. C'était une ennemie. Et avec cette menace, le dernier grain microscopique de culpabilité que je ressentais à l'idée de leur prendre la maison s'est évaporé. C'est devenu de la cendre. Je n'ai pas retiré mon bras. Je n'ai pas tressailli. J'ai laissé un sourire lent et froid s'étendre sur mon visage. Ce n'était pas un sourire joyeux, c'était celui du chasseur qui voit sa proie poser la patte sur le piège. Tu as raison, maman, ai-je dit d'une voix aussi stable qu'un électrocardiogramme plat. La famille passe avant tout. On finit ça. Je me suis tournée vers Jean-Pierre. Ouvre le navigateur. J'ai pris un rendez-vous d'urgence avec un notaire en ligne sous un code de fusion d'entreprise. Elle attend dans le salon virtuel. On a 10 minutes avant que le créneau n'expire. Isabelle a relâché mon poignet avec un air triomphant. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir terrorisé. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de signer son propre avis d'expulsion. J'ai ouvert mon ordinateur. L'écran brillait dans la pénombre, projetant des ombres tranchantes sur la table de marbre. J'ai vérifié l'heure, 19h42. Nous avons 18 minutes, ai-je dit, mes doigts volant sur le clavier. J'ai fait jouer une faveur auprès d'un service de notariat d'entreprise que j'utilise pour les rachats hostiles. Si on rate cette fenêtre, la transaction échoue, le bouclier patrimonial tombe et Bastien se débrouille seul. C'était un mensonge. Un magnifique mensonge sous pression conçu pour court-circuiter leur esprit critique. Il n'y avait pas de code de fusion spécial, juste un service de signature électronique standard que n'importe qui pouvait réserver pour 50 €. Mais il l'ignorait. Il ne connaissait que la panique. Jean-Pierre a essuyé son front avec sa manche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Reste assis, ai-je ordonné en tournant l'ordinateur vers lui. J'ai préparé l'acte de cession. Nous transférons le titre à une holding appelée Veritas Patrimoine. Veritas, a plissé Isabelle. À qui ça appartient? C'est une structure écran, ai-je dit, enchaînant les termes techniques avec assurance. Cela masque l'actif. Si les créanciers font une recherche demain, ils verront que la maison a été vendue à une entité morale. On dirait que vous avez liquidé vos biens. Ils ne peuvent pas saisir une maison qui ne vous appartient plus. Cela vous rend juridiquement intouchable pendant que l'argent circule. Et les impôts, a demandé Jean-Pierre, la voix tremblante. Il avait toujours eu une peur bleue du fisc.
C'est pour ça qu'on procède ainsi, ai-je dit en me penchant. Si je vous donne simplement le chèque, c'est une donation manuelle. Vous serez taxé à 60%. Mais si on structure cela comme un échange de liquidités d'actifs d'entreprise, on contourne totalement les droits de mutation. C'est ce qu'on appelle le layering. C'est comme ça que les ultra-riches restent riches. Ils ont hoché la tête. Ils n'avaient pas compris un traître mot de ce que je racontais, mais ils acquiesçaient parce qu'ils voulaient croire à un tour de magie qui réglerait tout. Ils étaient avares, et l'avarice rend les gens incroyablement faciles à tromper. La vidéo s'est connectée. Une femme en tailleur est apparue à l'écran, l'air lasse. Bonsoir, j'ai un acte de cession pour signature. Oui, ai-je dit. Mes clients sont prêts. Jean-Pierre a hésité. Sa main flottait au-dessus de la souris. Pendant une seconde, un reflet d'instinct de survie s'est allumé. Chloé. Cette SCI, elle nous rend la maison dans 30 jours, c'est ça? Une fois les dettes payées? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas scié. Le contrat suit l'argent, papa. Une fois que la dette est apurée, l'actif rétablit l'équilibre. C'était une phrase techniquement vraie. La dette était l'argent qu'il m'avait volé. L'équilibre, c'était la maison. Il m'a regardé, puis a regardé la fenêtre, terrifié par les hommes invisibles dans la voiture noire. La culpabilité a cette façon de rétrécir la vision. Cela ne rend pas les gens stupides, cela les rend craintifs. Ils étaient tellement focalisés sur les usuriers, le scandale et leur réputation qu'ils n'ont jamais vu la menace réelle assise en face d'eux. Ils ont signé parce qu'ils pensaient que j'étais de leur côté. Ils n'auraient jamais imaginé que la fille qu'ils avaient malmenée pendant 29 ans avait enfin appris à mordre. Signe, a ordonné Isabelle. Jean-Pierre a cliqué. Signature numérique acceptée. Isabelle a suivi. Accepté. La notaire a apposé le sceau sur l'écran. L'icône est passée au vert. C'est fait, a expiré mon père. La maison est sauvée. Oui, ai-je dit en refermant l'ordinateur. Elle l'est, maintenant. Isabelle a tendu la main. Donne-moi le chèque. J'ai ramassé le chèque de 500 000 € là-bas et je me suis dirigé vers le destructeur de documents dans le bureau. Grand-père disait toujours, n'écris jamais un chèque que ton intégrité ne peut pas encaisser. J'ai allumé la machine et j'ai glissé le chèque entre les lames. Le silence qui a suivi était écrasant. Jean-Pierre s'est jeté sur moi en hurlant. J'ai levé mon téléphone. Je suis en direct sur le cloud, ai-je dit calmement. Touche-moi, et cette vidéo part directement à la police. Il s'est figé. La rage a quitté son visage pour laisser place à une incompréhension totale. Tu as menti, a chuchoté Isabelle. Tu avais dit que la SCI nous rendrait la maison. J'ai dit que le contrat suivait l'argent, ai-je répliqué. Et c'est le cas. Veritas Patrimoine m'appartient à 100%. Veritas, c'est le latin pour vérité. Je leur ai expliqué ce qu'ils savaient déjà, la maison remboursait désormais l'argent qu'ils avaient volé sur mon indemnisation, plus les intérêts. La dette était réglée. On va te traîner en justice, a hurlé mon père. Je vous en prie, faites-le, ai-je dit. Expliquez à un juge comment vous avez signé une cession pour dissimuler des actifs et frauder le fisc. Silence radio. Vous pouvez contester l'expulsion, ai-je continué, la main sur la poignée de la porte. Ou vous pouvez être sorti d'ici demain midi. Sinon, mon rapport d'audit judiciaire part directement à la direction des finances publiques et au procureur. Je les ai laissés là, petits, piégés, terrifiés. À 2h14 du matin, mon téléphone a vibré. Détection de mouvement. Bastien était en train de forcer la porte de mon ancien appartement avec une barre de fer, cherchant de l'argent qui n'existait pas. Souris, ai-je murmuré via l'application. Tu es sur le cloud. Je l'avais envoyé sur une fausse piste. Il était encore en train de fouiller une bouche d'aération vide quand la police est arrivée. 30 jours plus tard, mes parents vivent dans un hôtel de banlieue. La maison est vendue. L'argent est en sécurité. Mon grand-père a fait glisser un nouveau chèque sur le bureau.
500 000 € pour monter ton propre cabinet, cette fois. Ma main n'a pas tremblé. J'ai brûlé le pont pour que les démons ne puissent pas me suivre. Si vous avez déjà échappé à une famille toxique, sachez que vous n'êtes pas seul.